Donc nouvel épisode d'Avis sur Avis, et donc pour ce troisième épisode on va parler de Trap de M. Night Shyamalan. Donc bon, je le dis d'emblée, moi c'est un film que j'ai vraiment pas aimé, mais voilà, je suis pas là pour, c'est pas juste pour casser du sucre comme ça gratuitement sur le film, c'est surtout pour essayer d'aborder des questions plus ou moins intéressantes sur ce genre de thriller en fait. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant avec ce réalisateur, c'est que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que j'ai toujours envie de voir ses films. Il peut faire 4 boosts d'affilée, le suivant, il va sortir un concept, ou je sais pas, il va sortir quelque chose qui donne envie. Donc, on va aller sur une critique, donc on va aller sur une mauvaise critique, hein, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va être d'accord avec moi, pour le coup. C'est Sgt Pepper, donc on clique. Donc, sa première phrase, c'est: Shyamalan a tellement séduit public et critique dans son début de carrière qu'il subsiste encore aujourd'hui ce petit aiguillon qui pousse à lui laisser à chaque fois sa chance au gré d'une filmographie aussi prolifique que frustrante. Donc c'est, voilà. En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que ce mec-là, il arrive, il te déçoit à chaque fois, enfin, en tout cas de mon point de vue. En tout cas de mon point de vue à moi, c'est toujours décevant, mais il te donne toujours envie de voir ce qu'il y a après en te disant: ah, ce concept-là avec la qualité de Sixième Sens, Signe Incassable, ça peut faire un très grand film. Et il se rate encore sur celui-là, malheureusement. Tous les 2 ans, le bonhomme déboule avec la même assurance, excite avec un teaser intrigant, puis livre un petit produit vaguement rutilant dont les effets de manche ravissent les idolâtres et consternent les contempteurs. Voilà, donc moi je suis dans le camp de ceux qui sont consternés. Trap en est le parfait exemple. Le postulat permet à la fois une intrigue tendue et une installation esthétique prometteuse. Sorte de variation sur le Snake Eyes de De Palma. Donc voilà, donc Snake Eyes de De Palma, donc le nom est lancé, on sait que De Palma, c'est quelqu'un qui a été influencé par Hitchcock, de même que M. Night Shyamalan, quoi. C'est vraiment deux mecs qui se retrouvent, qui sont des extensions d'Alfred Hitchcock. Des comparaisons sur l'intrigue, mais aussi sur déjà la mise en scène, aussi sur le fait d'avoir ce genre de structure narrative avec des péripéties qui vont s'enchaîner, plus ou moins crédibles et plus ou moins cohérentes, et qui demandent une suspension d'incrédulité, mais vraiment en béton armé pour le spectateur. Et peut-être revenir justement pourquoi ça marche chez De Palma et pourquoi chez Shyamalan c'est catastrophique. Donc Shyamalan nous gratifiera certes de quelques travelling circulaires gratuits, de double focale surgit de nulle part et de filtres rouges pour rappeler qu'il peut faire dans l'esthétisme et laisser son comédien cabotiner dans un surjeu assez étonnant sur l'exposition, mais abandonnera rapidement tout ce matériau pour se concentrer sur ce qu'il a toujours considéré comme son arme de prédilection, le scénario. Le problème sur le scénario, quand ça joue sur vraiment sur faire croire aux spectateurs des trucs improbables, c'est la mise en scène en fait qui va, enfin, c'est pas la mise en scène forcément qui va te faire croire à ce qui se passe, mais c'est la mise en scène qui va te détourner sur le fait que tu vas être impliqué dans la scène ou pas en fait. Chez De Palma, il peut se passer, ça arrive qu'il se passe des trucs complètement incohérents et des coïncidences, tout ça. Mais la puissance de Palma fait que en fait tu t'en es pas rendu compte parce que t'étais tellement à fond dans la scène, de par sa mise en scène, que ça passe, alors je vais pas dire que ça passe à chaque fois, mais 80% du temps ça marche à fond. Laisser son comédien cabotiner dans un surjeu assez étonnant, ça on va revenir aussi, parce que c'est l'un des plus gros points faibles du film, c'est non seulement les péripéties qui s'enchaînent, mais qui sont complètement, je vais pas dire improbables, parce que ça me dérange pas forcément improbable, mais il y a tout qui est mixé ensemble, en fait. C'est-à-dire le côté justement, on n'y croit pas trop, mixé avec les coïncidences. C'est-à-dire que tout ce qui va arranger le personnage principal pour se sortir de son merdier, ça va tomber, mais vraiment pile quand il faut, comme il faut. Et en plus de ça, mixé à un surjeu, mais vraiment genre, tu vois le mec, tu captes de suite qu'il est dans la fausseté, dans le mensonge,
Et comme beaucoup de gens qui croisent dans le film sont des gens qui savent qu'il y a un tueur dans ce stade, alors je parle comme si vous connaissez le pitch, hein, je vais pas refaire le pitch. Donc il va parler à des flics, il va parler à des gardiens, etc. Donc des gens qui travaillent dans cette salle de concert qui eux sont au courant que il y a une opération du FBI pour arrêter un mec dont ils ont l'info qu'il est présent à ce concert. Voilà. Donc on revient sur la critique. Donc il parlait du scénario, et c'est là qu'on peut vraiment se sentir floué, parce que rien ne va. Le réalisateur exige de son spectateur une suspension de crédulité qui frôle l'insulte quant à ses capacités mentales. Voilà. Un vendeur de t-shirts au courant du plan du FBI qui déballe tout au premier venu, et le plan susdit dénué de toute cohérence dans sa déroulée. En gros, on pêche dans le public toutes les 10 minutes pour montrer le danger du protagoniste avec regard de côté pendant que sa fille lui parle, proposant de faire à la fin interroger tous ceux qui sortent, ce qu'ils auraient pu faire au début. Voilà, c'est en fait le questionnement moi que je me pose, c'est jusqu'où peut aller la suspension d'incrédulité, jusqu'où on va faire confiance. En fait, un film a sa vérité à l'intérieur de lui-même, quoi. C'est-à-dire que ça peut être exagéré ou pas. Et c'est là où Shyamalan, d'un côté, il foire pas son truc du début, c'est-à-dire qu'il te montre de suite que bon, ça va être exagéré ce qui va se passer, il va falloir y croire. Donc ça, d'un côté, c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est peut-être pire un film qui est crédible de bout en bout, et puis d'un coup sur la fin ils vont te sortir un truc ils vont sortir le lapin du chapeau. Ça peut peut-être plus te sortir du film que si dès le début ils te disent bon, on est là pour déconner, donc il faut pas prendre les trucs au sérieux, mais l'important c'est qu'on soit pris dans l'intrigue et qu'on ressente un peu d'empathie pour le mec, et qu'on limite, on sait que c'est un connard, mais c'est pas grave, on va quand même espérer qu'il sort, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que il va être sur le point d'être chopé, on va stresser à sa place, quoi. Donc ça, c'est des trucs très classiques, hein, de films et même de séries, hein. On a eu Breaking Bad qui joue un peu sur ce créneau-là. Donc on a eu 24 heures chrono, Prison Break, même si là, pour le coup, c'est moins des connards, les persos. Et donc, qu'est-ce qui fait que pour moi, ces séries, ça marche? Et pourquoi ça marche pas dans ce film-là? C'est que le déroulement, voilà, le problème du déroulement, c'est que en fait, comme je disais, le film, il a sa propre vérité à l'intérieur, et on accepte d'y croire en rentrant dans le film, on accepte d'y croire. Le problème, c'est que quand t'as une péripétie exagérée, il s'en sort. Deuxième péripétie, il s'en sort à cause d'une coïncidence. Troisième péripétie, il trouve dans le décor, où il trouve parmi les personnes qu'il se passe un truc, quelqu'un qui va lui permettre de s'en sortir, mais au bon moment. Au bout d'un moment, on n'y croit plus, en fait. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'y crois plus, puis le suspense n'existe plus en soi. C'est-à-dire que la prochaine scène qui va se dérouler, tu vas dire ok, j'attends juste de voir ce qui va sortir comme idée de scénario pour le sortir pour le sortir à ce moment-là de son merdier. Mais il peut te faire une scène de suspense, en fait tu crois plus, t'attends juste le twist de la scène, en fait. Pour moi, c'est le problème de ce métrage, c'est que je suis sorti du film au bout d'un quart d'heure, c'était fait, quoi. Voilà, encore une fois, Josh Hartnett, c'est pas possible, la direction d'acteur, elle est vraiment à l'ouest total, tu crois pas une seconde. Alors il y a juste sa fille qui dit des fois il a l'air bizarre, hein. Oui, effectivement, il a l'air très très bizarre, le mec. En fait, j'ai l'impression que c'est un mythomane qui te raconte un film, en fait. Voilà, j'ai l'impression, comme quelqu'un te raconte, comme un mythomane va te raconter des trucs qui lui sont arrivés et tu crois pas une seconde, là, t'as l'impression que chaque péripétie sont racontées par l'invention d'un mythomane. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en voyant le film. Sans parler alors, il y a les coïncidences, il y a les choses qui lui tombent comme ça pile. Je sais que Shyamalan, il aime bien ce genre de... Je vais pas parler de thématique, mais en fait, comme s'il y avait un dieu, une puissance supérieure qui permettait au personnage de Josh Hartnett, en tout cas dans ce film, d'avoir ce qu'il veut quand il veut. Il avait déjà traité ça un peu dans Signe, et après je me rappelle plus assez pour les autres films s'il y avait ce truc-là, mais je sais qu'il y a quand même quelques cohérences, au moins. On peut pas lui enlever qu'il y a quelques cohérences, en tout cas au niveau des symboliques chez Shyamalan. Mais voilà, un thriller comme ça, la Hitchcock de Palma, je pense que c'est pas le bon genre pour faire ça, parce que ça fonctionne que sur la confiance du spectateur.
Et d'ailleurs, je rebondis, ça a rien à voir, mais je vais chercher au moins un bon point sur le film, mais qui aurait peut-être pu être développé un peu mieux, c'est-à-dire que il lui arrive des choses, il trouve des objets, il se déguise, etc. Et ça fait grandement penser à, pour ceux qui ont joué au jeu Hitman, ça fait grandement penser à ça. Et en fait, je trouve que ces passages-là, à la limite, le seul truc que j'ai à sauver, c'est que ça m'a fait penser au jeu Hitman et qu'il y avait voilà une petite formule jeu vidéo du coup. Et c'est peut-être le seul truc auquel j'ai pu me raccrocher malgré que ce soit exagéré, parce que ce genre de choses là dans un jeu vidéo ça me gêne beaucoup moins que dans un film forcément. Et voilà, c'est le seul bon point que je pourrais relever sur le film. Donc on va continuer ce qu'il dit. On passera sur les marottes psycho de l'auteur où les traumas d'enfance surgissent par hallucination et se réduisent à plier proprement ses serviettes, tandis que la star évoque en miroir ses propres problèmes avec papa. Et que son papa à la ville fait un caméo pour expliquer qu'il est là en soutien à sa fille. Bon, ça, oui, on va passer vite fait, mais en gros, la chanteuse qui se produit en spectacle dans la salle de concert, c'est joué par la fille de M. Night Shyamalan. Alors lui, il dit clin d'œil, cynisme, foutage de gueule, non, moi, je pense que il y a peut-être plus que ça. Je pense pas qu'il y ait du cynisme là-dedans. Ou du foutage de gueule. Après, est-ce que ça a une cohérence dans les thématiques de Shyamalan et dans la filmographie de Shyamalan, qui peut être justifiée par les fanboys de Shyamalan, qui disent oui, mais c'est des symboliques qui reviennent dans sa filmo, etc. Il faut accepter ça, je suis d'accord que ça peut y être. Enfin, je vais pas contredire là-dessus, parce que je connais pas assez, j'ai pas étudié assez sa filmo en profondeur pour contredire ou confirmer. Mais dans ce cas, si tu fais ça, c'est pas grave, faut réappliquer les règles au début de film, en fait. Faut rebalancer les cartes, parce qu'on est dans un film nouveau, il y a des gens, ils vont voir ce film, ils savent même pas qui est le réalisateur. Enfin, je pense pas que c'est le genre de film, c'est vraiment un genre de film qui se veut spectaculaire de bout en bout, et qui se veut fun et ludique. On n'est pas là pour faire de l'analyse à l'aune de la filmo de Shyamalan. Donc si t'as envie de faire des symboliques qui sont déjà dans les autres films, bah là, il faut les représenter. Donc lui, il dit on ne sait plus trop, mais qu'importe, on est déjà dans ce nouveau final à rallonge où le protagoniste, alors là, il va spoiler un peu, donc je sais pas si je vais continuer. J'ai oublié un mot, en fait, qui dit là, dans tout ce que j'ai voulu signifier, c'est-à-dire, c'est pas forcément des coïncidences qui sont gênantes, mais voilà, le mot facilité aussi. Le mot facilité aussi qui fait que, bah, en tant que spectateur, on aime bien voir un truc écrit en se disant, bah justement, il n'y a pas de facilité scénaristique, en tout cas tout le long, parce que ça arrive dans la plupart des films, encore une fois. Maintenant, si c'est tout le film qui est écrit comme ça, le problème c'est qu'il y a le problème c'est qu'il se forme une espèce de recul, en fait, que t'as avec le film, en se disant, bon là, tu commences un peu à te foutre de ma gueule, là, peut-être. Le problème dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas un seul moment, en fait, où je me suis dit, ah là, c'est bien écrit, hein, là, le scénariste, il s'est creusé la tête. Alors, j'ai pas lu tout le reste parce qu'il spoil. J'ai pas lu le reste, mais oui, bon, après le final, de toute façon, moi, le final, j'avoue que là, j'étais plus en mode, il arrive le générique de fin, parce que j'en peux plus. Lui, il finit, il dit, alors voilà, rendez-vous en 2026, je ne manquerai pas le prochain que Shyamalan tease déjà. Ok, je suis pas au courant, moi. Le gaillard ne manque ni d'imagination ni de talent, et le gâchis aiguise des sens critiques. Oui, voilà, c'est un film de pitch, et pour moi, il se fera dans les grandes largeurs, mais je pense que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce qui fonctionne ou fonctionne pas. C'est-à-dire que si le film a été bon, je pense qu'il y aurait quand même le même questionnement sur qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne, et pourquoi le pacte, pour moi, il y a un pacte qui est signé avec le réalisateur et le scénariste en début de film. Et pourquoi le pacte va se briser ou non sur ce genre de cinéma, et pourquoi c'est le cas sur Trap. Bon, je pense que je vais tester une critique positive quand même, sous tous les angles, par Gera Zana. Un nouveau M. Night Shyamalan est toujours dans ses colonnes un événement, mais Trap, je ne sais pas ce qu'il a pris sur cet accent, avec son trailer ultra séduisant et son retour à un budget plus conséquent redoublé nos attentes. Les affiches annoncent une nouvelle expérience Shyamalan. Il faut dire que c'est à cela qu'on assiste à plus d'un titre. De son pitch improbable à ses défis de mise en scène, ce nouveau long métrage semble être une somme de petits défis expérimentaux dont on est obligé de voir les limites, tout comme les fruits étranges et saisissants dont lui seul a le secret. Il parle de défis de mise en scène, d'ailleurs je reviens encore une fois sur une comparaison avec d'autres genres, pas forcément les Hitchcock et De Palma, mais c'est vrai que c'est le plus connu, et
Je trouve que la mise en scène, moi j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans Trap, hein. Enfin, pour prendre un exemple, il y a une scène de tension où il est seul dans une cuisine avec un personnage. Vraiment la scène de tension classique où il discute avec un personnage mais en mode inquiétant. Avec vraiment tous les effets de mise en scène qu'on a vu, c'est-à-dire la bouilloire qui siffle, tout ça, et j'ai ressenti mais zéro tension dans cette scène. Je vais essayer d'aller assez vite donc parce que sinon ça va être trop long. Donc là il parle de Knocked is the Cabin, je vais passer. Alors là il dit, ok, donc là il y a une première scène entre la fille et Josh Hartnett, donc son père. Il dit d'emblée le découpage les sépare. Ok, donc bon, classique hein, de mise en scène. Il faut dire que M. Night Shyamalan rend particulièrement difficile la réconciliation familiale qui est souvent l'horizon de ses intrigues. Ça aussi, moi j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vite balayé, je trouve en fait. C'est-à-dire que j'aurais trouvé plus intéressant un film où Josh Hartnett qui est un serial killer, emmène sa fille à un concert. Il découvre qu'il risque de se faire choper. Et il y a des scènes vraiment pas connes où on se dit ah c'est pas mal ça ce qu'il fait, même si c'est complètement exagéré, c'est pas mal parce qu'on se dit lui il pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il se fasse choper, donc il va essayer de faire en sorte que cette journée pour sa fille soit la meilleure journée de sa vie avant qu'elle se rende compte que son père est un gros psychopathe. Voilà. Je trouvais ça intéressant et puis non pour moi c'est jeté à la poubelle, ce parti pris est jeté à la poubelle complètement. Donc. Alors on continue, donc là il parle toujours du fait que les persos sont séparés par la mise en scène assez vite dans le film. Ok, donc ça... Donc voilà, donc ce qui peut apparaître oui comme qualité, même si ça reste vraiment le minimum qu'on puisse demander à du cinéma. Hein. Alors là il a un peu raconté le film, donc... Là, et là, il commence un peu à dire son avis. Si séduisant et amusant que soit ce pitch, ce qui frappe d'emblée, c'est son impossibilité radicale. Ok, donc lui, ça l'a pas dérangé. Mais il le reconnaît. Pour le dire grossièrement, une police qui aurait cette idée-là serait la plus bête du monde. Sans parler de ce vendeur de t-shirts dévoilant tout ce plan à notre protagoniste uniquement parce que ce dernier présente bien, est pompier et qu'il est poli. Voilà, donc là, ça me rappelle, en fait, tout à l'heure j'ai cité des séries, mais il y en a une que j'ai pas citée et qui se rapproche encore plus de ce film. C'est Dexter, puisqu'on a carrément là un serial killer aussi. Et voilà, ce qu'il dit là, c'est exactement les problèmes de Dexter, même si la première moitié de la série est cool. Mais les gros défauts de la série Dexter, c'est que ils sont plus débiles, les flics et les gens à qui a affaire Dexter, que Dexter n'est super intelligent en fait. Sur la balance, ça pèse plus sur la débilité des gens qui l'entourent. Et il y a la même chose dans ce film-là en fait. Faire la liste de tous les invraisemblances du scénario et les raccourcis pour accréditer la possibilité d'un tel dispositif serait fastidieux et est inutile. Donc voilà, il y a encore un mot que j'avais pas cité, mais là il dit très bien, les raccourcis aussi, hein, les raccourcis, ça va avec la facilité. Le problème c'est que il y a tout le champ lexical, mais à chaque scène du film, quoi, encore une fois, si c'était de temps en temps, ça irait, comme dans n'importe quel thriller, mais là c'est trop, quoi. Donc il dit que Shyamalan s'en moque, ou plutôt semble le revendiquer. Bien sûr, en temps normal, il ferait preuve par endroits d'un peu moins de désinvolture. Par exemple, jamais il n'avait à ce point sous-écrit un antagoniste avec cette enquêtrice restant totalement subalterne conventionnelle. Ouais, il y a une profiler qui est censée être un perso... qui est censé être un perso qu'on présente comme vraiment important, et puis non, au final, pareil, poubelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que j'essaie quand même de trouver des raisons que ce film existe, et je pense tout simplement qu'il y a un public pour ce genre de film. Et je pense déjà que le public américain est très friand de ce genre de truc, est très friand de ce genre de spectacle en fait. Hein. Voilà, ils vont pas plus loin, c'est un film popcorn, c'est-à-dire il se passe plein de trucs, peu importe si on y croit ou pas, si c'est débile ou pas, ben non, il se passe des trucs, ça s'arrête pas. Et je pense que de ce côté-là, je peux comprendre que Shyamalan s'en moque. De ce point de vue-là, bon, je peux comprendre qu'on accroche et que le film ait été produit dans ce sens-là. Après, encore une fois, tu peux faire un film, un grand spectacle où il se passe 10 000 trucs à la minute, sans que ce soit non plus écrit par-dessus la jambe. Il assume ici une forme de thriller, dont il faut d'emblée accepter une convention fondamentale de laquelle il en découlerait toute une série d'autres.
Il faut prendre la croche de l'affiche au pied de la lettre. L'expérience Shyamalan est une expérience de pensée et donc une expérience de mise en scène. Et si, quand bien même ça n'aurait aucun sens, la police décidait d'attraper un tueur dans un concert de masse, comment cela se passerait-il? Alors le point de départ, moi perso j'ai eu aucun problème, alors peut-être je réfléchis pas assez, j'en sais rien, mais pour moi, ouais ok, bon ils font un concert, enfin pour moi la police décide d'attraper un tueur dans un concert, ben ça en tout cas je l'ai accepté moi personnellement, et de toute façon le point de départ je le connaissais avant de lancer le film, donc si j'avais trouvé ça vraiment complètement ridicule, j'aurais même pas lancé le film. À bien y réfléchir, cela fait au moins 3 fois d'affilée que l'auteur de Hold joue cette partition expérimentale ouvertement mineure. Si j'ai 2 trucs à comparer avec Trap, entre Hold et Trap, c'est que Hold, il y a cette même direction d'acteur qui m'a vraiment sorti du film, où les personnages étaient surjoués et jouaient vraiment dans l'absurde. Mais Hold, on part quand même un parti pris fantastique, donc les personnages sont complètement, on va dire, perdus par ce qui leur arrive, donc c'est peut-être un peu plus compréhensible. Et la deuxième chose de Hold que je pourrais comparer avec Trap, c'est que la mise en scène, moi je l'avais trouvé vraiment magnifique, au niveau des cadrages et tout, des plans, tout ça. Mais c'est peut-être la première fois où il faut à ce point accepter les conventions du récit pour rester concentré sur le brio de sa mise en scène. Aussi, les expériences d'Hold et Knock at the Cabin semblaient, du moins de prime abord, viser plus haut qu'un simple escape game. Ouais, c'est pas con la comparaison avec l'escape game, je parlais d'Hitman, mais le côté escape game n'est pas bête. On peut être déçu de ces facilités narratives de la part d'un auteur qui a écrit les plus beaux scénarios des années 2000. Dans cette salle de concert, certes, les couloirs sont toujours bondés du début à la fin, la surveillance est très aléatoire et des personnages silhouettes donnent des informations capitales à l'appel. Il ne faut pas oublier pour autant. Alors là, j'ai passé parce qu'il raconte le film, je vais essayer vraiment de pas spoiler encore plus que je n'ai fait, mais je vais donner sa conclusion. Ce sont peut-être moins les conventions acceptées qui sont gênantes dans Trap que le rapport dans la fiction ici. Ici, il est moins émotionnel, touchant que servant. Un petit jeu de chat et de la souris, certes souvent jubilatoire, néanmoins peut-être limité de la part d'un aussi grand cinéaste. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion ce qu'il dit, même si moi c'est à l'inverse, c'est-à-dire que justement, je pense qu'il manquerait vraiment presque un récit parallèle émotionnel, comme j'ai dit tout à l'heure avec dans la relation avec sa fille. En plus du jeu du chat et la souris, en fait. Là, on est vraiment purement dans le jeu du chat et la souris. Et à côté de ça, je trouve qu'on a rien d'autre à se raccrocher en même temps que les péripéties qui nous passent sous les yeux. Je pense que j'ai tout dit sur ce qui m'a gêné dans le film. Et je pense que les 2 critiques que j'ai lues ont vraiment bien englobé tout ce qu'il y a dans le film. Bon, c'était plutôt cool à faire comme vidéo. Donc j'espère qu'elle sera cool à regarder aussi. Donc voilà, ciao ciao.